Cet épisode est sponsorisé par Oikos et possible grâce à vous, les patriotes. On en reparle en fin d'épisode. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode intitulé Stratégie de genre, où nous parlerons de la place des femmes dans le secteur du bâtiment, au travers de la question notamment des stratégies de genre, mais aussi de comment les ergonomes se saisissent de ces questions. Au micro pour cet épisode, nous avons moi, Ilmi Franzé, et Thibaut Marcoux. Bonjour Rémi. Bonjour Thibaut. Est-ce que tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Enfin, on y arrive à enregistrer cet épisode. Ça fait longtemps qu'on devait t'avoir sur Parlons peu, parlons ergo, donc c'est cool. Pour cette saison 4, ça fait plaisir. Oui, premier podcast. Et on n'est pas seul, et surtout on est à distance. C'est la première fois qu'on fait ça, de voir 2 studios à distance. Nous sommes avec l'équipe d'Oikos. On est accompagné par 3 magnifiques personnes, Alexandra, François et Fabienne. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien vous aussi en direct Vous êtes où, vers Lyon, hein, c'est ça hein ? Dans le Beaujolais. Vous êtes dans le Beaujolais. Et il fait comment chez vous ? Ça va ? C'est sympa ? Ça va. Le printemps s'annonce et nous avons beaucoup de fleurs. C'est beau. Alexandra, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices ? Oui, rapidement, je suis une architecte reconvertie en artisane qui fait des finitions intérieures naturelles et je fais aussi de l'AMO qui est de l'accompagnement dans la rénovation du bâti ancien. J'ai repris les montages des podcasts de construction plurielle. Trop bien, bon, on va en parler de ce super podcast, on va en parler juste après. François, bonjour. Est-ce que pareil, François, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices ? Oui, bonjour. Donc François Leroux, donc je travaille pour Oikos depuis un certain temps maintenant. Je suis chargé de mission sur le pôle informé. Donc à ce titre, je m'occupe de pas mal de projets différents, de la veille technique, du renseignement aux particuliers. Quand ils ont des projets de construction ou de rénovation, ils peuvent me solliciter, ainsi que mon collègue, pour être accompagnés dans leurs réflexions et leurs choix techniques. Et puis on fait pas mal d'événementiels aussi autour des sujets liés à une approche plus écologique du bâtiment. Que Fabienne, pareil, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices ? Donc oui, Fabienne Gouty, je suis chercheure intervenante en sciences humaines et sociales, dirigeante de la Fabrique Ergo et actuellement en postdoc en ergonomie au sein de l'équipe Epicène de l'INSERM à Bordeaux. Et aussi chercheur associé à INRAE et puis au Centre Norbert Elias. Et j'accompagne Oikos pour le développement de la santé des personnes en activité dans les métiers de l'éco-rénovation. Et je co-anime actuellement dans ce cadre le podcast Construction Plurielle et puis le projet Genre et Santé dans le bâti ancien. Trop bien, et on invite nos auditeurs et auditrices à aller voir cet excellent podcast auquel nous sommes abonnés, donc Construction Plurielle. 3 épisodes qui sont sortis déjà, et nous on va pouvoir revenir plus en détail sur le premier épisode, mais je laisse la main à Amy peut-être pour cette présentation, c'est quoi Oikos, etc. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ce que c'est Oikos ? Alors Oikos, c'est une association et un organisme de formation qui a été créé en 1991, à une époque où les préoccupations environnementales commençaient à émerger, notamment dans le secteur du bâtiment, avec pas mal de questionnements sur l'impact que pouvaient avoir les matériaux, les techniques, les façons de faire sur l'environnement et sur la santé des personnes. Donc Oikos, à l'époque, est né d'une initiative locale de particuliers, notamment, et de professionnels qui souhaitaient redécouvrir des techniques anciennes, des matériaux biosourcés, la paille, le bois, la terre, la pierre, et les remettre au goût du jour sur des chantiers d'auto-construction ou d'auto-rénovation, essentiellement. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'époque, l'association telle qu'elle existe avec ses statuts actuels a été créée par des femmes suite à une scission. À l'époque, il y a eu une séparation des activités plutôt commerciales d'un côté qui ont été mises en place, et puis des activités plutôt liées à la diffusion des savoirs d'autre part. Et c'est de là que Oikos a émergé. On a un volet information qu'on développe aussi avec pas mal de veille technique autour de tous ces sujets, de la diffusion de connaissances par des newsletters, par des articles, par des événements qu'on organise régulièrement. Voilà, on est présent sur des salons, des conférences, de l'événementiel. Et on a un troisième volet qu'on développe depuis une quinzaine d'années maintenant, le volet formation,
avec des formations courtes qu'on met en place tout au long de l'année et une formation longue de coordinateur ou de coordinatrice en rénovation énergétique biosourcée qui se déroule sur 8 mois et qui permet de proposer à des adultes en reconversion d'activité de s'orienter vers des métiers liés à l'accompagnement de projets de rénovation en maison individuelle. Voilà. Et à côté de ça, on développe aussi d'autres projets de formation plutôt liés à la mise en œuvre des matériaux, voilà, qu'on aimerait sortir à moyen terme dans les mois qui viennent. Pour resituer, on est une équipe de 8 salariés actuellement. Voilà, assez également répartis sur les 3 pôles, plus 2 personnes qui s'occupent de l'administratif et de la prospection de partenaires. Ok, trop bien. Et par rapport au projet de podcast, est-ce que vous pouvez plus nous en parler ? Eh bien, le podcast Construction Plurielle, c'est un podcast qui veut donner la parole aux femmes artisanes, professionnelles du bâti ancien et de la construction et de la rénovation écologique. En tous les cas, quand je dis écologique, c'est à partir de matériaux, comme le disait François, bio-sourcés et aussi géosourcés. Il est né de différents constats sur le terrain, lors des chantiers écoles menés au sein d'Oikos. En fait, c'est une idée originale de Flavie Widmayer, avec qui, du coup, on a décidé de mettre en place ce podcast, car sur les chantiers écoles, il remontait qu'il pouvait y avoir des apprentissages différenciés entre les hommes et les femmes, et entre les personnes de manière générale, et aussi, surtout, des manières d'intégrer après les métiers du BTP de manière différenciée, avec certaines personnes qui allaient beaucoup plus facilement devenir tout de suite entrepreneurs, artisans, s'installer, alors que d'autres allaient continuer de faire des stages, prendre de l'assurance avant de se mettre à son compte. Donc voilà, on avait envie de travailler sur ça, et au niveau des apprentissages différenciés, c'était dans la manière de pouvoir mobiliser les outils, de se développer au sein des chantiers écoles et de prendre différentes à la fois responsabilités et puis tâches. Voilà, il pouvait y avoir en tous les cas des différences, donc ça nous a interpellés. Et puis d'un autre côté aussi, il y a une autre chose qui était à la base de ce podcast, c'était de constater que souvent on parle de santé environnementale, donc santé de l'environnement, de santé de l'habitat, mais peu de santé des personnes. Du coup, on s'est interrogé sur cette santé des artisans artisanes qui construisent, dans le cadre de la transition écologique, nos bâtiments. Bien comment on pouvait faire en sorte, en tous les cas, que ces injonctions puissent être vectrices de santé pour les personnes. Le podcast a été financé en partie dans son lancement par la métropole de Lyon, la Fondation du BTP, et également actuellement par l'ANACT, donc l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, puisque suite à ce projet, aux premiers entretiens qu'on a menés avec des professionnels, il a émergé l'envie, le besoin au sein d'Oikos d'aller plus loin et de créer donc cette fois un projet construction plurielle, je reprends, qui s'appelle Genre et santé dans le bâti ancien. Et dans ce projet, cette fois, on passe de l'entretien à se réunir à plusieurs entre artisans artisanes avec l'équipe d'Oikos et différents intervenants pour pouvoir travailler sur les questions de santé. On amène au cœur de la table des situations, des préoccupations de ces artisans artisanes, des choses qui les travaillent dans leur travail en termes de santé physique, mais aussi de charge mentale, pour qu'ensemble on puisse déjà créer un dialogue autour de ça, et puis inviter des acteurs comme des partenaires comme l'OPBTP, des nutritionnistes, des personnes qui interviennent notamment sur le cycle menstruel, ou d'autres intervenants qui vont pouvoir venir répondre, ou en tous les cas dialoguer avec ces artisans artisanes pour pouvoir développer des stratégies de préservation de soi. Et par rapport à ces entretiens, est-ce que tu as posé une méthodologie d'entretien ?
Alors par rapport aux entretiens, donc qui sont en fait des épisodes de podcast, à la base effectivement avec Flavie m'a demandé de pouvoir, la former et lui transmettre, certain nombre de savoirs sur comment on pouvait conduire des entretiens et pour qu'elle puisse après, qu'Oikos puisse être autonome. Hem La méthodologie qu'on a dessinée ensemble, parce que moi j'étais très centrée santé-travail et Flavie maintenait que: «OK, on va parler de travail et de santé, mais ce qui compte aussi, c'est de pouvoir promouvoir les matériaux éco et géosourcés, donc de tenir les deux. Donc l'entretien a été un peu découpé comme ça, avec des questions plus générales sur le parcours des personnes, des chantiers très spécifiques qu'elles mettent en mots, et puis on demande à chacune des personnes d'amener des objets intermédiaires de leur travail, quelque chose qui leur plaît, qui parle d'elles. Donc certaines vont amener un livre, d'autres des carnets, d'autres vont amener un outil. Voilà, à chaque fois c'est différent, un son parfois d'une matière ressentie. Et donc voilà. Et aussi, il y a une dimension dans cet entretien plutôt plus prospective, à la fois dans ce qui pourrait, dans les contraintes rencontrées aujourd'hui et ce qu'elles ont mis en place pour pouvoir le transformer, notamment en tant que femmes dans le métier, et aussi ce qu'elles conseillent aux futures générations ou aux personnes qui auraient envie d'intégrer ces métiers-là, pour à la fois donner envie donc d'entrer dans les métiers du BTP, de la construction écologique et de se maintenir en santé dans ces métiers-là. On lance un nouveau format, le format React. On va revenir du coup sur l'entretien avec Monique Serrault qui est en 3 parties et qu'on peut retrouver sur la chaîne de Construction Plurielle. Voilà, on lance l'extrait. Préciser un peu ce que ça t'a fait. Ah ben le sentiment d'être seul au monde, quoi. Mais c'est terrible. Bon, en plus, j'allais chez le fournisseur de matériaux à l'époque, de la chaux, mais où tu vas? De la chaux. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle va faire la chaux, avec la chaux, la petite là? Je dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des enduits. Mais ça se fait plus, ça, c'est des trucs de vieux. Puis ça tient pas la chaux. Et puis voilà. Et puis, oh là là, mais quoi? Tu as passé tout ce temps? Tu sais qu'avec du placo, tu seras allé 2 fois plus vite, 3 fois plus vite. Bon, enfin, et cette sensation de solitude et d'être totalement marginal, quoi. D'avoir personne sur qui pouvoir compter. Oh, c'est terrible. Merci pour ce premier extrait, merci Amy de l'avoir lancé. Il s'agit en effet de l'entretien, d'un morceau de l'entretien de Monique Serrault. On va en avoir plusieurs pendant cet épisode. Cet extrait vient de l'épisode 2. Est-ce que vous avez déjà un mot général sur cet entretien-là ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de cet entretien avant qu'on rentre un peu plus dans cet extrait ? Moi, ça fait très écho à ce que je fais actuellement et c'est toujours d'actualité ce qu'elle a vécu jeune, Monique. Voilà, on est encore reçu de manière très marginale quand on va chercher ce genre de matériaux dans des magasins de fournisseurs conventionnels, on va dire. Voilà. Alors, je ne veux pas parler à sa place, mais Oui. donc Monique Serrault, c'est une personne qui s'est impliquée dans Oikos à partir du milieu des années 2000, qui était en provenance du sud-ouest de la France et qui a posé ses valises sur les monts du Lyonnais, dans le Beaujolais, à Mardor, c'est le Beaujolais déjà, il me semble. Dans les monts du Beaujolais, qui a été présidente d'Oikos pendant de nombreuses années, donc qui est très motrice sur toutes ces questions de rénovation et de restauration du bâti ancien, avec une approche intéressante de sa part, dans le sens où elle propose des chantiers participatifs. Donc c'est un mode de chantier qui se développe énormément ces dernières années, qui permet à des propriétaires de pouvoir réaliser les travaux chez eux en étant accompagnés par une ou un professionnel compétent. Ce professionnel apportant ses compétences techniques et apportant aussi la compétence d'encadrement de groupe, puisque c'est une manière un peu particulière de réaliser des chantiers, quoi. Donc elle est assez spécialisée sur le travail de la chaux, comme elle le disait dans l'extrait. Elle maîtrise aussi très bien tout ce qui est correction thermique de parois à base de terre, paille. Elle réalise des dallages à la chaux, de la pose de tommettes de terre cuite.
Voilà, enfin des matériaux et des techniques qui sont compatibles avec la rénovation du bâti ancien. Donc Monique, en quelques mots, c'est une pionnière de la chaux, quoi. Elle est la référence en France, avec voilà pas mal de littérature aussi autour de ça, quoi. Super. Et pour continuer sur ce que disait Alexandra, je te redonne la parole, mais après n'hésitez pas à rebondir entre vous. Tu parlais on l'a entendu dans l'extrait, d'être marginalisé. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur pourquoi marginalisé? Est-ce que c'est par rapport à la matière qui est utilisée, qui n'est pas utilisée dans la plupart des constructions? Est-ce que c'est de par sa personne, son positionnement dans son métier? Est-ce que tu aurais peut-être des raisons à nous avancer peut-être pour nos auditeurs auditrices? C'est que la chaux, c'est un matériau qui est ancien et qui était utilisé anciennement dans le bâti ancien. Et aujourd'hui, avec l'évolution et l'industrialisation, on est parti sur des matériaux plus type ciment, parpaing, des choses qui vont un peu plus vite, en fait. Et quand on revient à des matériaux un peu dans ce sens, pour certains, c'est un pas en arrière. Je sais pas, François, tu pourras aussi peut-être compléter. Et voilà, donc du coup, il y a quelque chose d'un peu... mais pourquoi réutiliser ces matériaux-là alors qu'aujourd'hui, il y a des choses préformulées avec des temps de séchage plus courts ou des simplicités, peut-être pour eux, dans leur vision, qui fait que c'est un peu marginal, quoi. Oui, alors pour compléter, donc la chaux, effectivement, ça a été utilisé pendant de nombreux siècles comme liant pour assembler des éléments de maçonnerie, pour faire des enduits. La chaux, grosso modo, c'est du calcaire qui a été calciné, qui se retrouve sous forme de chaux vive. Cette chaux vive, on l'éteint avec de l'eau et on obtient de la chaux qu'on peut utiliser dans le bâtiment. À partir du moment où on a eu une industrialisation du secteur du bâtiment, on a eu des matériaux qui se sont développés en tout point identique sur tous les points du territoire, homogènes dans tous les pays du monde, et on a perdu un peu la spécificité qu'avait le bâti ancien, l'aspect local, les spécificités. Voilà, dans telle région, on a de l'habitat plutôt en colombage, dans d'autres en pierre, dans d'autres des constructions en terre crue. L'aspect vernaculaire. Vernaculaire, voilà. Et les matériaux industrialisés ne répondent pas aux contraintes qu'on peut avoir sur ce type de bâtiment ancien, notamment en termes de régulation de l'humidité. Et ce que fait la chaux. Donc du coup, c'est un matériau qui a retrouvé un gain d'intérêt par les professionnels qui s'intéressent à la préservation et à la rénovation du bâti ancien. Depuis une trentaine d'années maintenant, on a un mouvement qui est quand même relativement important en France, en tout cas sur ces sujets. Mais effectivement, la plupart des acteurs du bâtiment, que ce soit les points de vente, énormément d'artisans, ne connaissent pas forcément toujours ces contraintes liées au bâtiment ancien et partent sur des solutions techniques qui ne sont pas du tout adaptées, qui viennent bloquer l'humidité dans les murs, qui contribuent à créer des désordres à moyen terme sur les parois. D'où cet écart de vision qu'on peut ressentir parfois entre des artisans, des artisanes sensibilisés à ces questions et des professionnels qui ne le sont pas du tout, quoi. Merci François, mais tu parles d'artisans, artisanes. Moi, ça me fait écho aussi dans l'extrait qu'on a entendu. On entend ce sexisme, en tout cas dans le témoignage de Monique sur la petite qui prend cette chaux-là. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus sur finalement la place qu'on donne à cette technique-là? Finalement, est-ce que il y a une question de genre qui se lie à ça? Notamment par la communauté peut-être masculine dans le bâtiment, etc. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir un peu là-dessus? En tous les cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appréhension en termes de ces métiers-là qui vont donner du physique, une forme de virilisme qui va se mettre en place. Et justement, l'intérêt dans le podcast qu'on mène, Construction Plurielle, c'est d'avoir cette parole sur les possibilités de faire avec d'autres corps. Des plus petits corps, des corps différents, des corps en mouvement, dynamiques. Et c'est ça qui va être intéressant de documenter ces stratégies à la fois corporelles et sociales mises en place par les femmes pour justement dépasser en fait ces injonctions qui sont liées à cette représentation plutôt masculine du BTP. On entend très peu de
de maçonne, en fait, tout simplement, de dire qu'il va y avoir une maçonne qui va aller chercher des sacs de chaux, quoi. C'est ce que j'allais aussi peut-être dire pour vous relancer, mais il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans le BTP, même dans les techniques bâtimentaires, j'ai l'impression, sur finalement il y a une norme, Alexandra, tu parlais du ciment justement, mais on va chercher la rapidité, il y a une norme qui s'est installée, derrière cette norme il y a des usages qui se sont cristallisés, on en reparlera tout à l'heure avec Amy sur les questions de stratégie de genre juste après, mais j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a quelque chose on a cristallisé un peu l'homme moyen avec un petit H, l'homme moyen dans le bâtiment, quoi. Et donc les femmes pour se faire une place ici, si on doit rester sur ces deux genres là, mais on peut aller plus loin, mais vraiment là il y a quelque chose qui se joue, il y a une discrimination de genre quelque part qui se joue, j'ai l'impression. Avec, c'est vrai, des représentations, on a une des personnes qui témoigne dans un des podcasts en nous disant quand elle va être sur un chantier, on va, par exemple, il y a quelqu'un qui vient livrer des matériaux et qui va lui dire vous êtes la propriétaire. On va pas considérer que cette personne est une artisane, qu'elle est là, elle fait partie de l'équipe. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui se jouent sur le terrain. Ouais, parce que tout ce qui est travail du bâtiment, c'est associé au masculin. Ça l'a toujours été. Ce sont des il faut le dire quand même, jusqu'à il y a pas très longtemps, les sacs de ciment, ils pesaient 50 kilos, quoi. Voilà. Et c'était violent comme métier. Là, maintenant, il y a des bétonnières, il y a des tas d'outils. Il fut un temps où tout était à la pelle, quoi. Donc, c'était des métiers durs. Et puis, t'es dehors, aux intempéries. Et puis, faut un minimum de musculature, quoi. Donc, je pense que ça a toujours été associé au masculin. Fabine, tu parlais tout à l'heure de la question du virilisme. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur peut-être la place de la force physique dans ces métiers qui sont finalement, comme le dit très bien Monique Serrault dans cet extrait, des métiers très masculins où la place de la force physique est importante, par exemple même pour les sacs de 50 kilos. Moi, ce qui m'a interpellée dans ce que dit Monique aussi, c'est sur ces sacs. Le fait, c'est plutôt, il y a eu des sacs de 50 kilos. Aujourd'hui, on en est à 35 kilos. Et on se rend compte, et justement, dans le groupe d'artisanes, dans le projet dont je vous parlais tout à l'heure, dans le genre et santé dans le bâti ancien, en se regroupant, c'est une des préoccupations qu'elles ont amenées au cœur de la table, de devoir porter justement comment on fait par rapport à la force physique, de devoir transporter des sacs qui aujourd'hui font 35 kilos, et quelles sont nos marges de manœuvre en fait pour pouvoir dépasser ça. Donc il y a eu pas mal de propositions qui sont ressorties avec des possibilités d'ensacher chacun en fait, de pouvoir au final sortir des contenants et puis pouvoir repréparer ça dans des caissettes que tu peux porter à deux bras plutôt que d'aller sur des seaux que tu vas porter à une seule main, et aussi de pourquoi pas aller travailler au niveau de la filière et de ceux qui vont être les fournisseurs en faisant une forme de pression avec des avantages commerciaux, on va dire, où il serait possible de pouvoir demander des contenants de 20 kilos plutôt que de 35. Clairement, pour porter le sable, la chaux et autres, les ouvrir, les transporter sur chantier, mais rien que les transvaser à l'intérieur des bétonnières, c'est vraiment la galère. Et pour tout le monde, quoi, que ce soit homme ou femme. Donc, de toute façon, ces métiers-là, la manière dont ils ont été construits, les outils qui sont faits sont larges, ils sont lourds. Il y a très peu d'outils qui vont être développés pour pouvoir penser justement à ces personnes qui sont en train d'appliquer avec. Et Alex, toi, peut-être par rapport au virilisme que tu vis au quotidien. Oui, je dirais que c'est pas évident parce que oui, un sac de 35 kilos de sable, souvent en plus humide, c'est plus. Donc oui, enfin les auditeurs et auditrices ne me voient pas, mais moi j'ai pas un gros gabarit. Donc forcément, à chaque chantier, ça va être de la réflexion de savoir comment faire pour porter toutes ces charges. Mais peu importe en fait le gabarit qu'on a, parce que comme le disait Lucie dans un entretien, on se bousille tous dans l'histoire de porter des charges. Donc moi je pense que oui, il y a un gros travail à faire sur la réflexion de l'ensachage ou ce genre de choses pour que en fait on puisse
amener la matière sans trop forcer en fait, et de s'équiper avec des stratégies d'équipements qui ont des roulettes ou ce genre de choses. Donc il y a toute une réflexion et des stratégies à prendre en compte, mais pour tout le monde et pour pas aussi que les personnes soient abîmées à leur fin de carrière. Et puis, c'était aussi la dimension, j'y pense, historico-culturelle, on peut dire, dans le sens où, l'autre jour, justement, Alexandra, tu montrais la liane japonaise, qui est un outil, qui est notre équivalent de truelle, sauf que il n'a pas le même poids, il se tient pas pareil, le serrage avec le poignet n'est pas pareil. Donc, on voit que dans d'autres pays, ils vont avoir développé des outils qui permettent de faire corps, de ressentir plus la matière et de s'économiser. Donc, c'est intéressant d'aller puiser aussi. Dans d'autres cultures, oui. Et sur ces questions de stratégie, est-ce qu'on peut dire que finalement l'entrée des femmes et la représentation des femmes dans ces métiers a permis des formes de stratégie qui ont permis un peu de remettre en cause ces questions de virilité, de force physique, et de mettre en place des outils qui pourraient faciliter les charges lourdes? Oui, je pense que les personnes qui mettent des stratégies en place, elles réinventent un peu les métiers et montrent qu'on n'est pas obligé d'avoir une masse musculaire pour pouvoir faire exactement la même chose. Et pour moi, on réinvente un peu les métiers et on peut montrer d'une certaine façon que toute personne est capable, a la capacité de faire la même chose. Voilà. Et pas de la même manière. Pas de la même manière. Et qui a du coup une variabilité donc importante pour nous en ergonomie, et que au final, ces transitions écologiques qu'on avait vues aussi comme facteur d'empêchement au travail, avec des injonctions, des normes, des nouveaux métiers qui se créent, des nouvelles manières de construire, ça peut aussi être des opportunités développementales pour les personnes. Et au cœur de ce projet, en tous les cas, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, de capitaliser, de noter, de construire à plusieurs, c'est de trouver des trucs et astuces au quotidien sur des situations très concrètes, et que Alexandra Bell notamment est en train d'illustrer, de proposer des planches pour pouvoir diffuser ça au-delà de ce qui se passe dans notre communauté de recherche élargie, et permettre de promouvoir ces stratégies et donner envie, pour Rémi, reprendre ta proposition, à d'autres femmes et d'autres personnes qui ne se sentiraient pas d'avoir le physique, parce qu'on a pas mal de gens qui se reconvertissent, qui étaient ingénieurs ou autres assez classe sup, qui changent de métier. On assiste à une reconversion professionnelle assez folle, mais en tous les cas, avec ce projet, le but, c'est de donner envie à d'autres publics, à démocratiser en fait un peu ce secteur. Est-ce que finalement ces nouvelles stratégies un peu féminines, on pourrait dire, ont un impact sur d'autres métiers qui sont aussi genrés très au masculin, comme par exemple on pourrait parler des électriciens? Est-ce que ça impacte finalement d'autres métiers? Alors nous, notre projet, il est vraiment en cours, et pour mesurer l'impact, on va pas pouvoir te dire, c'est ce qu'on espère. Je pourrais te répondre dans la dimension effectivement, cette dimension de genre se retrouve dans d'autres métiers. La représentation sociale, le fait que quand t'es petit, on te dit il y a un électricien, pas une électricienne qui va venir, il y a un plombier, pas une plombière, etc. Ça fait partie de l'imaginaire social, et on va le retrouver dans plein de métiers. On a un autre groupe qu'on anime avec des personnes en architecture notamment, mais pas que, des métiers de la construction, mais pas écologique cette fois, sur Lyon. Et là aussi, on se rend compte avec les verbatims, les témoignages, on fait un peu de théâtre forum aussi dedans, on voit que les situations problématiques débordent en tous les cas les métiers que nous on a investis. Et le but de promouvoir, de se réunir, de faire des fresques sur ce sujet, des podcasts, de varier les médias, les illustrations, d'impliquer l'OPBTP avec nous pour que ça puisse diffuser ailleurs, et mais qu'on parte vraiment des préoccupations premières des personnes. Juste pour compléter ce que vient de dire Fabienne, je pense qu'il y a quand même un mouvement de fond dans la société actuelle qui vise à mieux intégrer les femmes dans différents secteurs d'activité économique qui jusqu'à présent étaient plutôt réservés aux hommes, notamment le bâtiment, avec tous les corps de métier qu'on peut avoir derrière, électriciens, électriciennes, plombières et autres.
Récemment, on a participé à une journée justement de sensibilisation aux différents métiers potentiellement, que les femmes pouvaient potentiellement exercer au même titre que les hommes, avec différents secteurs d'activité qui étaient représentés, l'industrie, le transport, le bâtiment bien sûr, et il y a eu quand même pas mal d'affluence. Donc c'était une initiative lyonnaise, mais qui s'intègre dans un mouvement de fond à mon avis au niveau du territoire français. Les syndicats s'emparent aussi de ces questions, je pense, notamment pour ce qui concerne la CAPEB, la FFB. Donc voilà, ça avance petit à petit, c'est pas encore satisfaisant forcément, mais je pense que la prise de conscience a lieu et que les femmes sont conscientes elles-mêmes qu'elles ont aussi toute leur place dans ces métiers, quoi. Par rapport à ce que tu disais, François, on a un extrait de Monique qui en parle. Je vous le lance. En maçonnerie, il n'y avait jamais de filles. J'en ai pas connu une seule en 13 ans. C'était des métiers, mais même en mécanique ou en carrosserie, il y a des métiers comme ça qui sont spécialisés mecs, quoi. C'est étonnant, mais bon, là, physiquement, franchement, c'est un peu dur. Je vois que mes collègues masculins arrivés à 55-60 ans, ils sont un peu pétés de partout, mais c'est aussi parce qu'ils ont abusé de leur force. Au lieu de se ménager, voilà. Là, j'ai un maçon chez moi en ce moment qui est en train de piquer la façade. Je le vois porter les sacs de sable pour sabler qui font 30 kilos sur l'épaule. Bon, j'ai envie de lui dire, c'est pas une bonne idée, quoi. Il y a des diables pour passer. Bon, mais bon, il compte sur sa force, quoi. Si c'est bon pour vous, je pense qu'on passe à la dernière partie de notre entretien. Dans cette dernière partie, on aurait aimé revenir un peu peut-être sur étant donné que c'est un podcast d'ergonomie qui parle du travail et de l'activité, on aurait bien aimé revenir avec vous sur la question que la place pourrait avoir l'ergonomie dans les questions de genre, liées bien sûr là actuellement sur les questions bâtimentaires. Donc, mais selon vous, déjà quel contact vous avez avec l'ergonomie, comment vous travaillez avec ça finalement, avec ce regard-là, pour peut-être aider nos auditeurs auditrices jeunes ergo ou ergo à se transposer, mais en fait oui il y a des choses à faire ici. Donc voilà, comment on pourrait créer ce contact-là? Moi, ça m'a permis de mettre plus en mots ce que je vivais au quotidien, ou ce que j'ai pu vivre aussi en tant qu'architecte. Et déjà, en fait, de le mettre en mots, ça permet de travailler dessus, et puis aussi des fois de s'armer un peu plus face à certaines réflexions qu'on peut avoir sur chantier. J'ai appris à lire des fiches de données de sécurité que je ne connaissais pas avant. Voilà. Déjà, et ça, c'est énorme. Moi, je pense que c'est juste énorme parce que ça fait 9 ans que je suis dans le bâtiment, bientôt 10, et que, en fait, il y a 2 ans, j'avais jamais entendu ce mot. Et en fait, je pense que rien que ça pourrait donner envie à des personnes de choisir certains matériaux et donc, du coup, de prendre soin de sa santé. Voilà. Merci. Et par rapport, il y a quelque chose qui ressort, que, en tous les cas, de la manière dont j'apporte, ou j'essaye de déployer l'ergonomie et qui pourrait être déployée par d'autres, je le souhaite, c'est qui l'est. Alors, je reprends. On a parlé de se préserver physiquement. Et effectivement, il y a physiquement, il y a chimiquement et mentalement. Il y a vraiment tout un challenge et une porte ouverte, une autoroute pour l'ergonomie dans ces métiers-là, puisque en tous les cas avec les artisanes que l'on rencontre, qui animent la communauté élargie de recherche, on voit que, je vais prendre l'exemple d'un chantier paille. Donc une des personnes, elle arrive et elle nous raconte, voilà les photos, voilà ce que je fais, voilà comment je coupe la paille, et ça on le fait en chantier collectif. Puis à la fin de la journée, on est tout noir, nos narines sont noires,
on se sent tout sale, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, d'essayer de comprendre dans les différentes situations de travail, à quel moment il va y avoir des émissions, notamment de poussière, comment la paille elle est mise en mouvement, acheminée, le flux, et puis repenser à la fois l'architecture du chantier, mais aussi l'organisation du travail. Donc il y a différents niveaux d'intervention possibles et plus spécifiquement sur ces stratégies après, c'est ce qui va être développé donc en termes de personnes, c'est-à-dire individuellement au niveau du physique, en termes donc d'alimentation, en termes de sommeil, en termes d'horaire de travail, puisque ces métiers-là vont demander par exemple une application peut-être pendant 14 heures à la suite, parce qu'on peut pas faire de reprise sur certains enduits. Et donc après, comment on va s'organiser pour tenir dans le métier? Donc l'ergonome peut accompagner ça et documenter ça, ce qui est fait, pour pouvoir mettre en mots justement ce travail et permettre de partager des stratégies donc individuelles mais aussi collectives, notamment en chantier collectif, mais pas que, et organisationnel. Et Alexandra nous parlait aussi de choses en termes notamment de charge mentale, de comment se préserver à la fois auprès des fournisseurs, mais auprès aussi des collègues, parce que les artisanes qu'on rencontre interviennent avec d'autres entreprises. Donc comment on cohabite ensemble, ça encore une fois, ça peut être repensé, documenté, cartographié, et l'ergonome a tout à jouer pour ça. Est-ce que l'ergonomie a pas aussi un devoir maintenant en 2024 de faire apparaître les questions de genre dans les analyses de l'activité, de prendre en considération que il y a un travail qui s'est cristallisé autour de la figure, autour d'une certaine figure masculine, j'ai bien une certaine. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de double invisibilisation finalement, il y a un homme moyen avec un petit H, on l'a abordé pendant l'épisode. Donc voilà, est-ce que l'ergonomie n'a pas ce nouveau devoir de prendre en considération cette data-là maintenant finalement? Donc deux mots par rapport à deux idées par rapport à ce que tu viens d'émettre, Thibaut. C'est à la fois au niveau donc la double invisibilisation, je la vois aussi en termes au-delà du genre, de classisme et autres, puisque dans le métier du BTP en général, classique, ce qui est considéré, c'est souvent industriel, architecte, ingénieur, etc., et peu les artisans. Donc il y a déjà une première invisibilisation. Ensuite, il y a les artisanes parmi les artisans. Et ensuite, il y a les apprentis artisans, artisanes. Alors voilà, donc il y a différentes choses. Effectivement, donc l'ergonomie, alors devoir, je sais pas si on peut aller jusqu'au mot devoir, je sais pas si c'est celui que j'emploierai, mais en tous les cas, effectivement, il y a un vrai challenge, une nécessité qui est d'ailleurs en cours dans d'autres pays de pouvoir documenter ce qui se fait très particulièrement par différentes personnes, comme je reviens sur ce mot personne, et notamment on voit qu'il va y avoir certaines pathologies qui vont avoir des tendances à être plus développées par des hommes que par des femmes, par des personnes qui ont un niveau scolaire plus qu'un autre, par des personnes qui vont être en fait au final discriminées d'une certaine manière, et je pense qu'au-delà du genre, on pourrait inscrire tout ce qui va être autour de l'intersectionnalité, c'est-à-dire les questions de validisme, de racisme, de sexisme, d'agisme, par exemple. Donc, je pense que c'est les nouveaux pans de l'ergonomie qui s'ouvrent à nous et dans lesquels on doit saisir, quoi. Super. Bah écoutez, merci pour cet entretien et pour cet épisode React, comme l'a dit Amy, ce nouveau format. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que peut-être vous pourrez revenir pour nos auditeurs auditrices de Parlons peu, Parlons Ergo sur l'actualité d'Oikos, c'est quoi l'après, on en est où? Est-ce qu'il y a des nouveaux épisodes, des nouveaux entretiens qu'on va pouvoir retrouver? Est-ce que d'autres formats qui arrivent? N'hésitez pas. On veut savoir en fait, on est curieux. Alors a priori, on devrait avoir d'autres épisodes de podcast à venir. En tout cas, c'est bien parti. On a donc les fonds de l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail qui nous permettront d'en financer quelques-uns. Et on a aussi eu la joie de pouvoir bénéficier de fonds européens FEDER, notamment pour développer des actions autour des questions environnementales dans le bâtiment. Ça nous permettra sans doute de poursuivre cette action podcast. Sinon, pour l'actualité d'Oikos, comme je le disais tout à l'heure, on a des projets de développement de formation aussi qu'on souhaite mettre en place à moyen terme pour que les matériaux biosourcés notamment soient mieux pris en compte dans le secteur du bâtiment par rapport à ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Et qu'il y ait de plus en plus d'artisanes et d'artisans qui soient en capacité de pouvoir les proposer à leurs clients.
ce qui est prévu avec le projet Construction Plurielle, à la fois en termes de projet et de podcast, c'est qu'il puisse y avoir de la formation de formateurs et que ce qui va être décrit, capitalisé, mis en mouvement par les artisans, artisanes, ça puisse diffuser aussi à l'intérieur d'Oikos pour former les nouvelles générations. Voilà, et juste pour dire aussi 2 mots sur notre formation longue, on a 2 jours où Fabienne et Alex interviennent sur les questions d'ergonomie et de santé. Donc c'est de santé et de bien-être au travail, voilà. Notamment en termes de chantier école. Et moi, j'espère que le projet de genre et santé va continuer au sein d'Oikos et de se développer de plus en plus au niveau du réseau et des échanges. Et que la communauté pourra continuer au-delà de l'intervention de l'ergonome. Voilà. C'est beau. Merci à vous 3. Merci François, merci Fabienne, merci Alexandra. On remercie bien entendu Flavie qui est initiatrice de cette collaboration et de ce projet. Voilà. Merci encore à Oikos de sponsoriser cet épisode. Merci aux patriotes et à l'équipe de rédaction, Eladj, Mariko, Elsa Martin, Eva Goulois. Et merci Amy de m'avoir accompagné sur cet épisode. C'était sympa. C'était rigolo. Merci de m'avoir permis de le faire surtout. Il était temps, mais attends, il était temps. Merci à vous en tout cas et restez connectés sur tous nos dispositifs, tous nos réseaux sociaux. Et puis pour la suite de notre actualité, voilà, restez branchés sur LinkedIn, sur Instagram et sur les réseaux de podcasts favoris. Merci encore à vous et à bientôt. Au micro pour cet épisode, nous avons moi, Amy Franzé et Thibaut Macrou. Elle a écorché mon nom. Non, c'est vrai. Oh non, j'ai dit Macrou au lieu de Marcou. Oh non. Je la garde de fou. Oh là là. Allez, oh non, mais tout se passait bien. Il ne m'a pas respecté. Oh non. Oh là là. Ah, j'étais si confiante en plus. Ah ouais, non mais je l'ai vu et tu l'as dit bien, t'as mis un moment de pause, t'as vraiment fait. J'étais vraiment mais